Bonsoir, c'est une histoire peu ordinaire que celle de l'Université des Antilles et de la Guyane, appelée à former l'élite des 3 départements français d'Amérique. Tout commence ici, en Martinique, en 1880, avec l'ouverture d'une école préparatoire de droit, remplacée en 1946 par un institut de droit, sur lequel se grefferont 15 ans après des enseignements littéraires et scientifiques, jusqu'à aboutir en 1970 à la création du CUAG, le Centre universitaire Antilles-Guyane, puis à l'ouverture en 1982, donc vous voyez que c'est relativement récent, de l'Université des Antilles et de la Guyane. Université curieuse, étrange, à la forme hybride, puisque composée de 3 pôles, en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe, où est installée l'administration centrale. Cette université unique en son genre est présidée par un Martiniquais qui est l'invité de ce Club Actu, Pascal Safache. Bonsoir. Bonsoir. Pour vous interroger, à mes côtés, Eddy Marajo du magazine Business News. Bonsoir. Bonsoir. Et Mike Irasque de l'hebdomadaire Antilla. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre histoire à vous, on a parlé de l'université, mais votre histoire à vous, Pascal Safache, devrait servir d'exemple aux adolescents qui se sentent en difficulté dans le secondaire, qui nous écoutent peut-être ce soir, ou à tout le moins leurs parents, et devrait les encourager à l'effort. C'est qu'en effet, vous aviez, comme peut-être certains de ceux qui nous regardent, quelques difficultés à l'adolescence en raison des déménagements fréquents de la famille, contrainte de suivre votre père qui était gendarme et qui vous a fait passer par la Guyane, Paris, la Nouvelle-Calédonie, avant de revenir en Martinique. Et rien, on le sait bien, rien n'est en effet plus déstabilisant pour un enfant que tous ces voyages, un enfant qui perd à chaque fois, à chaque départ, ses repères et surtout, bien entendu, ses copains. L'aventure se termine tout de même en Martinique, où la famille retrouve la terre d'origine de Saint-Joseph. Alors au passage, j'ai découvert, vous allez me dire si vous le saviez, je suis un peu curieux, mais bon, c'est des formations professionnelles, j'ai découvert qu'il existe un chemin Safache au Mans de Poirier. Est-ce que vous saviez ça? Ah oui, tout à fait, c'est le chemin qui mène à la maison de mes parents. Ah ben voilà. Alors c'est au lycée privé de, je croyais vous apprendre quelque chose, hein, j'en suis pour mes frais. C'est au lycée privé de la MEP à Fort-de-France que vous retrouvez le chemin de la réussite et que vous passez votre baccalauréat. Vous auriez aimé devenir médecin, mais le bac B n'est pas la meilleure porte d'entrée pour cela. Alors, autant par hasard que par curiosité, vous vous inscrivez à la fac en géographie. Et alors là, c'est le coup de foudre. Vous êtes pris d'une véritable passion pour la géologie et l'étude des cartes. Tout ira ensuite très vite. DUG, licence, maîtrise, DEA, doctorat. Votre thèse portant sur la dynamique morphologique du littoral martiniquais. Depuis, vous accumulez diplômes et distinctions. Je ne vais pas tout citer, sinon on ira jusqu'à la fin de l'émission. Je citerai seulement le prix TOIP pour 10 Outstanding Young Persons, prix délivré dans 10 catégories aux 10 meilleurs jeunes les plus remarquables du monde, de la planète. Vous avez été primé en 2008 dans la catégorie environnement. Et vous êtes du reste le dernier français à recevoir ce prix à ce jour. Vous êtes directeur de recherche depuis plusieurs années et êtes qualifié depuis 2011 au Conseil national des universités. Élu depuis bientôt 4 années à la tête de l'Université des Antilles et de la Guyane, vous présidez au destin de 1500 étudiants guyanais, 5500 guadeloupéens et 5000 martiniquais. Et vous administrez naturellement plusieurs centaines d'enseignants et personnels de différentes catégories. Alors, le 5 décembre prochain auront lieu les élections pour le renouvellement des 3 conseils centraux de l'université, puis les élus du conseil d'administration, probablement en janvier, choisiront leur président. Votre mandat étant renouvelable une fois, je ne vais pas tourner autour du pot, vous qui êtes un véritable marathonien qui courez quotidiennement 12 kilomètres et le double durant les vacances, m'a-t-on dit, avez-vous envie d'un nouveau tour de piste de 4 années? Mais pour être tout à fait franc, non, je ne suis pas du tout candidat à ma succession. Non. Donc, 4 ans, ça suffit? Oui, 4 ans, ça suffit. Je pense qu'au bout de 4 ans, on va dire que l'Université des Antilles et de la Guyane a ceci de particulier, c'est que c'est une université qui est très attachante, mais qui peut être parfois très usante physiquement parce qu'il faut être présent sur les 3 territoires, Martinique, Guadeloupe et Guyane, et puis usante parce qu'il y a 3 pays, je dirais, avec lesquels il faut composer. Ce sont trois pays qui, vu de Paris, sont, semble-t-il, somme toute assez similaires, mais en réalité, ils sont très différents. Les mentalités sont différentes, les aspirations sont différentes, et c'est vrai que tout ça est assez complexe à gérer, et puis ça, physiquement, il faut pouvoir, je dirais, encaisser un peu le choc, et je crois il ne faut surtout s'attacher à aucune fonction,
Et donc je pense avoir fait le tour de la question au bout de 4 ans. Je pense y avoir donné mon cœur, mon âme, mon être. Et donc, bon, il faut maintenant peut-être laisser la place à d'autres. Bon, autrement dit, vous n'êtes pas comme le président Obama à la Maison-Blanche qui pense que 4 ans de plus, ça serait mieux pour aboutir, pour mener à bien ou pour atteindre ou approcher en tout cas ses objectifs. Est-ce que ce qui voudrait dire que vous êtes satisfait de ce que vous avez fait, vous êtes arrivé au bout, ou bien, Pascal Safache, et je dis ça parce qu'il y a des rumeurs qui circulent sur le campus de Schœlcher, ou bien est-ce parce qu'on a à plusieurs reprises vandalisé votre voiture, qu'il y a eu des menaces contre vous, contre des proches? C'est vrai qu'il y a eu, à l'approche, je veux dire, de chaque période électorale, des tentatives de déstabilisation. Ça, c'est une réalité. Je l'ai vécu il y a 4 ans, lorsque j'étais candidat à la présidence. Depuis quelque temps, le phénomène semble se reproduire, mais ce n'est pas du tout cela qui m'impressionne. Non, je pense qu'il faut être honnête. J'ai le sentiment d'avoir travaillé très sérieusement pour cet établissement. Alors, on verra concernant le résultat. D'autres diront à ma place si le résultat est positif ou pas, c'est pas à moi à le dire. Donc moi j'ai le sentiment d'avoir travaillé. Maintenant je pense que certains sont relativement critiques vis-à-vis de ce qui a été fait. Donc certains veulent être calife à la place du calife. Moi je vais leur céder le manche avec grand plaisir et on verra s'ils sont capables de faire bien, mieux, peut-être encore vraiment mieux. Enfin nous verrons. Mais en tout cas je souhaite fondamentalement que celui qui reprendra le manche, en tout cas les rênes. J'espère fondamentalement qu'il se souviendra qu'il y a des étudiants et que nous travaillons surtout pour des étudiants. Oui, parce que vous avez quand même mené un certain nombre de réformes à bien, et ce faisant, vous ne vous êtes pas fait que des amis, nous allons en parler, mais d'abord, question d'Eddy Marajo. Pascal Safache, on sent une espèce d'amertume assez impressionnante chez vous, parce que la dernière fois que vous êtes passé au club, c'était pas du tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, d'amertume, non, je ne dirais pas qu'il y a de l'amertume. Il y a beaucoup de fatigue, parce que comme je le disais, présider un établissement qui est éclaté sur 3 territoires, ça demande beaucoup d'énergie. Je disais qu'il n'y a pas d'amertume, peut-être une légère pointe d'amertume parce qu'il y a un certain nombre de projets qui sont des projets structurants pour cet établissement qui n'ont pas forcément abouti. Par exemple, le projet d'université pluriterritoriale, un projet qui avait pour objectif de redonner à chacun des territoires un peu plus, enfin de donner à chacun des territoires un peu plus d'autonomie. Donc c'est un projet qui a été acté par le conseil d'administration, mais qu'on a pu mener véritablement jusqu'à son terme parce qu'il y a eu des réticences particulièrement du pôle Guadeloupe. Donc c'est vrai que ce sont on a un sentiment parfois de se battre un peu contre des moulins à vent. Il y a un peu ce sentiment parfois. Mais néanmoins, honnêtement, s'il fallait faire un bilan, l'aventure a été extraordinaire et sur le plan humain, j'ai énormément appris. En même temps, ces réticences de la Guadeloupe, il faut les comprendre. Il y a de nombreuses mangoustes en Guadeloupe. Vous avez déjà essayé de retirer sa proie de la gueule d'une mangouste, hein? Écoutez, je n'utiliserai pas cette image, mais enfin, c'est vrai que le problème, c'est qu'en Guadeloupe, le siège de l'université est localisé en Guadeloupe. Et c'est vrai que les collègues guadeloupéens ont le sentiment, à travers ce projet d'université pluriterritoriale, en tout cas, ils ont le sentiment d'être un peu dépossédés de quelque chose. Or, le projet ne consiste absolument pas en cela. Il s'agit tout simplement de permettre à chacun des pôles d'avoir, je dirais, le même fonctionnement que les autres et d'être sur un plan d'égalité, de façon à donner plus de souplesse de fonctionnement à cet établissement qui est quand même relativement lourd à gérer et qui est complexe. C'est vrai que le moindre dossier, au plan administratif, qu'on dépose en Guyane en Guyane, c'est quand même loin, en Guyane ou en Martinique, doit passer systématiquement par les services centraux, donc en Guadeloupe. Et c'est vrai que l'objectif, c'est donc de déconcentrer, si j'ose dire, et de permettre au pôle, donc pôle Guyane, pôle Martinique et donc pôle Guadeloupe, d'avoir, si vous voulez, des relais, de disposer de relais de façon justement à ce que, pour caricaturer la chose, lorsque l'on a besoin d'acheter un stylo, on n'ait pas besoin d'avoir l'autorisation donc des services centraux en Guadeloupe. Donc c'est un projet qui a quand même bien avancé, puisqu'il a quand même été validé le 8 juin 2011 par le conseil d'administration, mais je pensais avant la fin de ma mandature de pouvoir vraiment le mettre en œuvre, et bon, il ne sera pas effectivement mis en œuvre, quand bien même a-t-il été adopté par le conseil d'administration. Mike Erasque. Mais si l'un des objectifs était de déconcentrer, donc d'aller vers un mieux, comment vous expliquez plus précisément ces réticences de la Guadeloupe dans ce projet séduisant a priori d'université pluriterritoriale? Je pense que certains estiment, c'est ce que je disais, certains ont vraiment le sentiment que la Guadeloupe, qui est
au niveau de laquelle se trouvent les services centraux, ils ont le sentiment que cette Guadeloupe sera dépossédée de quelque chose. Et donc c'est vrai que pour certains, l'université c'est la Guadeloupe. Or l'université elle est tripolaire, hein. L'université c'est la Guadeloupe certes, mais c'est aussi la Martinique et c'est aussi la Guyane. Et certains de nos collègues guadeloupéens, parce que tous ne pensent pas comme ça, mais certains ont peut-être le sentiment qu'ils perdront une partie, je dirais, de leur pouvoir ou d'un sentiment que l'université ne serait plus guadeloupéenne. Et est-ce que la rivalité historique, telle qu'on l'a décrit, Martinique-Guadeloupe, pèse aussi dans ces relations universitaires entre le pôle Martinique et le pôle Guadeloupe? Cette rivalité s'est quelque peu estompée, mais il y a de bonnes âmes qui font tout pour essayer de la relancer. Mais néanmoins, les choses se sont quand même fortement apaisées sur les territoires. C'est ce qui a pesé le plus dans votre décision de ne pas vous représenter? Non, ce qui a pesé le plus, je crois, c'est le fait d'avoir été quand même beaucoup attaqué au cours des 2 dernières années. Il y a eu quand même on va dire des coups bas, hein, des pots de banane quand même assez nombreuses. Surtout, j'oserais dire, ces pots de banane ont été mises par des personnes qui ne travaillent pas, qui n'ont jamais travaillé. Il faut quand même le dire. Je préciserai tout à l'heure, rassurez-vous, qui ne travaillent pas et qui n'ont jamais travaillé, donc j'insiste, et qui veulent véritablement confisquer le pouvoir. Donc moi je pense qu'à un moment il est peut-être nécessaire de mettre les uns et les autres face à leurs responsabilités, c'est-à-dire que les membres du conseil d'administration devront à un moment choisir, ils choisiront un président en leur âme et conscience, et puis on verra bien si ce que Pascal Safache et son équipe, ce que nous avons initié, si c'était si ahurissant, si c'était si inutile ou si véritablement nous n'avons pas travaillé. Moi, je crois que l'histoire jugera. Ce n'est pas à moi de juger, ce n'est à personne d'autre de juger qu'à l'histoire. Et donc l'histoire nous dira dans quelques mois ou dans quelques années si ce que nous avons initié au cours des 4 dernières années était si ahurissant que ça et si c'était si inutile que cela. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne vous êtes pas fait que des amis, vous le reconnaissez volontiers. D'abord, en bousculant la fourmilière des heures supplémentaires, car il faut rappeler ici que certains profs ont dû rembourser plusieurs milliers d'euros. Alors quand on gagne, quand on est au SMIC ou au RSA, on trouve ça évidemment inimaginable, hein, venant surtout de gens qui, sont quand même des fonctionnaires, donc des privilégiés. Vous avez aussi réduit les thématiques de recherche parce que certains laboratoires étaient mal classés. Donc, c'est-à-dire que les gens travaillaient mal. Il y a eu des laboratoires supprimés, par exemple. Il y en a d'autres qui sont des laboratoires d'excellence. Hein. Donc, de ce point de vue-là, c'est peut-être mieux équilibré aujourd'hui. Mais ce qu'il faut chercher, c'est ce que sont les bonnes pistes pour chercher les mal intentionnés. Les mal intentionnés, je ne sais pas, vous savez, les mal intentionnés, vous en aurez toujours pour de bonnes ou de mauvaises raisons. En réalité, c'est vrai que lorsque j'ai pris mes fonctions en janvier 2009, l'université était en situation, on va dire, difficile, puisque mon prédécesseur n'avait pas été reconduit par le conseil d'administration. Et donc, il y a eu un vrai travail de fond à initier. Alors, ce travail a consisté, il y a 3 pistes qui ont véritablement été, on va dire, mise en œuvre, hein, en tout cas testée. Le volet administratif, le volet pédagogique et le volet scientifique. Sur le volet scientifique, c'est ce que vous disiez, nous avons voulu réduire le nombre de thématiques de recherche. À l'Université des Antilles de la Guyane, nous avions jusqu'alors 8 thématiques de recherche, ce qui me semblait quand même trop important pour un petit établissement comme le nôtre. Et donc, on a réduit ces 8 pistes de recherche en 3 grandes thématiques à travers lesquelles les laboratoires doivent s'exprimer. Sur le plan, alors les thématiques ont été réduites et le nombre de laboratoires, en effet, comme vous l'avez indiqué, a été réduit puisqu'il y a eu un classement de ces laboratoires par une instance nationale qui est l'ARS. Et donc tous les laboratoires qui ont été classés C, c'est la plus mauvaise note, ont été fermés et on a demandé aux chercheurs qui étaient présents dans ces laboratoires de se répartir, je dirais, dans les laboratoires les mieux classés de façon à avoir des masses critiques plus importantes. Donc c'est vrai que ça n'a pas plu à tout le monde. C'est la Grèce, hein. La bonne université, c'est triple A, c'est ça. C'est comme en économie. C'est à peu près ça. Deuxièmement, sur le plan pédagogique, nous avons donc là bâti des maquettes pédagogiques qui sont, à mon sens, qui tiennent vraiment la route dans la mesure où nos étudiants ont suivi une formation qui est, quelle que soit la discipline qui me semble idoine, hein, puisque dans ces formations, il y a par exemple de plus en plus de stages pour les étudiants, de façon à ce qu'ils appréhendent la réalité de l'entreprise. Il y a l'utilisation de plus en plus importante des langues étrangères. On est passé quand même de 24 heures de langue par an, ce qui était
peu important, à 48 heures. Alors vous me direz que ce n'est toujours pas suffisant, mais enfin on a quand même doublé le volume horaire concernant la pratique des langues étrangères. Et puis surtout, nous faisons intervenir dans nos formations, et particulièrement nos formations de master, nous faisons intervenir de plus en plus de professionnels, de façon à ce que nos futurs, nos étudiants qui seront sur le marché de l'emploi aient un contact privilégié avec ces professionnels et se rendent compte de ce qu'est la réalité en gros, la vraie vie, la vie de l'entreprise. Et puis, troisième axe, et qui n'est pas le moins important, c'est le volet administratif. L'Université des Antilles de la Guyane, pendant de nombreuses années, a fonctionné, je dirais, sur le mode un peu de l'oralité, c'est-à-dire que Madame Untel savait comment gérer la carrière de tel enseignant. Enfin, ça se faisait de façon un peu familiale, si vous voulez, mais il n'y avait pas une organisation très structurée. Moi, en quittant mes fonctions, ce dont je suis, j'oserais dire fier, mais en réalité, c'est pas de la fierté, c'est surtout de la satisfaction, c'est que nous avons écrit les procédures, que ce soit en termes de gestion des heures complémentaires, que ce soit en termes de gestion des ordres de mission quand on va à l'extérieur, que ce soit très prochainement, et ce sera donc l'objet du dernier conseil d'administration le 8 novembre, en termes de recrutement des vacataires, les procédures sont désormais écrites. Et donc, on ne peut pas dire qu'on déroge à la règle, puisqu'on a maintenant des procédures écrites et validées par le conseil d'administration. C'est quand même un peu la foire, quoi. Mais non, je ne dirais pas que c'était la foire, mais disons que on avait un fonctionnement qui n'était pas forcément calibré idoine. Bon, maintenant, on rentre dans les standards, je dirais, dans les standards nationaux, donc des universités qui ont un fonctionnement parfaitement idoine, plus rigoureux. Et alors, ça ne veut pas dire, comprenons-nous bien et soyons très honnêtes, que tout fonctionne à merveille à l'UAG. Mais néanmoins, petit à petit, nous nous approchons des standards, on va dire, nationaux classiques. Eddy Barajo. Alors, on pense bien évidemment aux étudiants et à leurs parents qui sont en train de nous regarder. Vous gérez près de 12 000 étudiants au total. Et ce qui stupéfait, et c'est pas une spécificité martiniquaise, mais ici c'est encore plus accentué, qui stupéfait ceux qui analysent vos chiffres, c'est le décalage ahurissant entre le nombre d'étudiants qui rentrent en première année et le nombre d'étudiants qui vont jusqu'au bout du cursus. Alors là, on parle de milliers d'étudiants au départ, et quand on arrive à la fin, on est en dizaines. Qu'est-ce qu'ils sont devenus Est-ce que c'est spécifique à notre université? Alors, je vais répondre à vos deux questions. Tout d'abord, ce n'est pas spécifique à l'UAG. Je l'ai dit en préambule. Tout à fait. Mais ici c'est beaucoup plus poussé. Oui, c'est beaucoup plus poussé. Alors, en réalité, toutes les universités fonctionnent comme ça. Il y a un écrémage naturel à partir au-delà de la première année. C'est-à-dire que la première année, comme à l'université, nous ne sommes pas dans des écoles, je veux dire, des grandes écoles où il y a une sélection à l'entrée. À l'université, tout titulaire du baccalauréat peut s'inscrire. Donc, vous avez des étudiants qui s'inscrivent dans une filière ou dans une autre, sans avoir forcément la formation requise pour suivre les enseignements de la dite filière. Et dans notre région, pour répondre précisément à votre question, nous avons beaucoup d'étudiants de bac professionnel qui, n'ayant pas trouvé de place en BTS, en DUT, parce que justement il y a une sélection de plus en plus importante, se rabattent sur des filières classiques, littéraires ou juridiques. Oui, où ils n'ont rien à faire. Où ils n'ont officiellement rien à faire. Oui, parce que ça fâche, il y a quand même un souci, c'est que autant, alors c'est vrai qu'il y a, entre vous, il y a une guerre, je veux dire, quand je dis entre vous, c'est-à-dire les écoles privées, les prépas, etc., et l'université, en France, c'est pas en Martinique, en France, il y a naturellement une concurrence effrénée. Mais ce qu'on peut vous reprocher, c'est de ne pas faire comme elle, c'est-à-dire d'afficher les choses à l'avance. Et donc, quand quelqu'un veut faire Subdeco, Reims ou Toulouse, il sait à l'avance qu'il y aura 9000 candidats pour 100 places. Tandis que chez vous, tout le monde peut venir, vous venez de le rappeler, mais vous n'affichez pas de manière publique les résultats d'année en année, en disant, messieurs, vous venez, c'est très bien, mais sachez que seulement 20% ou 30% d'entre vous passeront en deuxième année. Pourquoi vous ne le dites pas? Nos résultats, de toute façon, sont pourtant publiés. Ils sont publics puisqu'ils remontent systématiquement au ministère. Et je peux vous donner donc... Mais ce qui remonte au ministère n'est pas souvent très public. Hein. C'est vrai, mais enfin, je peux vous donner quelques chiffres puisque vous souhaitez qu'ils soient publics. Nous avons en première année à peu près... Ça varie en fonction des filières, mais à peu près 20% on est sur la base de 20-25% de réussite, voilà. Donc ça veut dire que 80% des gens qui s'inscrivent... 70 à 75% des jeunes. Vous imaginez ça dans la tête des parents, là, ce soir?
Ben écoutez, le problème, c'est qu'il faut, quand on s'inscrit à l'université, il faut savoir ce qu'on veut y faire. Il ne s'agit pas de s'inscrire parce qu'on a vu de la lumière ou parce que dehors il fait chaud. C'est ça le problème, c'est que beaucoup de personnes s'inscrivent à l'université en se disant j'y vais parce que mon copain y va ou ma copine y va. L'université, ce n'est pas un fourre-tout. Attendez, c'est quand même fondamental ce que vous êtes en train de dire. Ça veut dire en clair que le discours politique que l'on entend sur le niveau de formation de la jeunesse martiniquaise est un discours qui est complètement à côté de la plaque. Ça veut dire qu'en clair que 80% d'une classe d'âge baccalauréat qui ne choisirait pas d'autres filières que celui de la fac n'a pas d'avenir à la fac. Et c'est bien la raison pour laquelle nous sommes en train de mettre à l'université en place des diplômes universitaires qui ont pour but d'aider un certain nombre d'étudiants justement qui se retrouvent en difficulté. Par exemple, nous avons donc le DAEU, le diplôme d'accès aux études universitaires, ça c'est pour les étudiants qui n'arrivent même pas à avoir le bac, donc pour leur permettre d'accéder à l'université, donc ils passent ce diplôme et ils peuvent s'inscrire à l'université, comme nous avons des diplômes d'université à côté qui sont plus professionnalisants et qui offrent des débouchés, des perspectives à ces étudiants justement qui normalement n'ont pas véritablement d'avenir dans les filières classiques. Mais ça, il faut véritablement bien comprendre que l'université n'a pas vocation comment dirais-je, à répondre à tous les besoins de la société. Elle a quoi comme vocation? L'université a pour vocation de former des individus qui souhaitent, dans des domaines qui sont ceux qui sont ouverts à l'université, par exemple la géographie, le droit, les sciences, etc., former ces individus pour qu'ils deviennent soit des enseignants, soit des ingénieurs, soit des techniciens. Mais l'université n'a pas pour vocation d'accueillir, j'ai envie de dire, tous ceux qui veulent suivre des études, quand bien même n'auraient-ils pas la formation idoine pour le faire. Et je crois qu'il ne faut pas déplacer le problème. Le problème ne se situe pas à l'université, le problème se situe dans le secondaire. Quand on a décrété et quand on a décidé d'amener 80% d'une classe d'âge au bac et que le redoublement n'existe plus, c'est-à-dire que vous travaillez ou pas, de toute façon vous arriverez au baccalauréat, et quand vous passez le baccalauréat, j'ai été président du jury de bac pendant 6 ans, quand vous voyez les modalités, je dirais, de délivrance de ce diplôme, c'est-à-dire qu'avec toutes sortes de jeux de coefficients ou de travaux annexes, vous arrivez de toute façon à combler le 3 que vous avez eu en mathématiques ou le 5 que vous avez eu en physique. Fondamentalement, il ne faut pas en plus après renvoyer la balle aux universitaires en disant vous ne faites pas bien votre métier. Non, je crois que c'est le problème de l'éducation, c'est un problème qui est véritablement entier. Ça part du CP et ça va jusqu'au baccalauréat. Et si déjà on arrivait à régler cette problématique, c'est-à-dire être un peu plus sérieux en remettant donc le redoublement en place et en permettant, je dirais, aux jeunes d'avoir une formation véritablement idoine, à ce moment, on pourrait se retourner vers les universitaires en disant, ben là, il faut, messieurs, soyez un peu plus sérieux. Mais on ne peut pas rejeter la faute sur les universitaires alors qu'en amont, le travail n'a pas été fait. Remarquez qu'il y a pire que... Il y a pire que chez nous, hein. Il y a toujours pire, quelque part. Pour l'anecdote, à Mayotte, par exemple, il y a une option supplémentaire qui consiste à pousser un pneu avec un bâton, comme on faisait ici quand on était gamin. Mais c'est une option du bac maintenant, aujourd'hui, dans ce tout nouveau département français de l'océan Indien. Une dernière question avant la pause de Mike Erasque. Pascal Safache, c'est bien que vous souligniez les errements et les effets pervers du système scolaire, quelque part, dans son ensemble. Parce que, hormis les jeunes qui sont issus des formations, des lycées technologiques et professionnels, et qui, une fois à la fac, se retrouvent un petit peu désemparés, ou qui viennent rejoindre leurs copains ou leurs copines, il y a aussi peut-être un problème une réalité de méthodologie de travail. Et qu'est-ce qui est fait pour tenter de capter l'attention de ces étudiants-là, pour éviter cette déperdition? Qu'est-ce qui est fait par le corps enseignant et administratif pour essayer, bien sûr, de les fixer et qu'ils ne partent pas dans la nature, entre guillemets? La question était un peu longue, mais la réponse sera obligatoirement un peu courte, parce qu'elle s'appelle. Il y a un certain nombre de choses qui sont initiées, entre autres grâce à ce que l'on appelle le plan réussir en licence. Donc ce sont des financements qui nous sont supplémentaires qui nous sont donnés par le ministère. Nous mettons en place, par exemple, des groupes de TD que nous dédoublons. C'est-à-dire plutôt qu'un enseignant se retrouve face à 40 étudiants en groupe de TD, on fait 2 groupes, par exemple, de 20 ou 3 groupes avec une douzaine ou une quinzaine d'étudiants, de façon à ce que les cours soient, je dirais, plus ciblés. De même, on a des ateliers de travail sur le terrain, etc. Il y a un certain nombre d'actions qui sont initiées dans le cadre de ce plan réussir en licence pour permettre à l'étudiant de se remettre à niveau, et on a quand même des résultats intéressants. Alors dans un instant, la deuxième partie de cette émission, on va parler d'argent, de gros sous. Je sais que c'est vulgaire à l'université, mais quand on est président, c'est une réalité qui n'est pas toujours gaie. Nous le verrons dans un instant. À tout de suite après la pause, deuxième partie de ce Club Actu.
Seconde partie de ce Club Actu dont l'invité est Pascal Safache, le président de l'Université des Antilles et de la Guyane. Président pour quelques semaines encore, puisque vous nous l'annonciez, vous en avez donné la primeur à ce Club Actu d'ATV, vous nous annonciez que vous ne serez pas candidat pour un deuxième mandat de 4 ans. Alors on va parler gros sous parce qu'on a parlé de vos difficultés à la tête de l'Université Antilles-Guyane. Eh bien, l'aspect financier en est une difficulté importante. Alors avant vous, naturellement, une ombre plane, mais évidemment vous avez été confronté à cette affaire-là. Une ombre plane sur les comptes opérés avant votre entrée en fonction. En 2001, un comptable se suicide. Aujourd'hui, 2 comptables ont eu à s'expliquer à Paris devant la Cour des comptes. Alors on ne sait pas si l'arrêt a été rendu, non, pas encore. Non, l'arrêt n'a pas été rendu, mais en réalité, si vous voulez, j'avoue que j'ai été assez surpris donc de l'article qui a été fait sur cette affaire, parce que c'est une procédure tout à fait normale, et classique. Il n'y a pas d'ombre particulière, je dirais, qui plane sur l'UAG à ce niveau. C'est une procédure tout à fait classique. À partir du moment où un comptable n'a pas recouvré un certain nombre, des sommes, et là il s'agit, voilà, tout à fait, il s'agit d'une subvention du conseil régional, je crois. Le comptable doit naturellement s'expliquer. Donc ce qu'elle a fait, et la procédure suit son cours, mais il n'y a pas d'ombre particulière au tableau, d'autant que ça porte sur des sommes qui sont quand même relativement modestes. Si mais il n'empêche que certains médias en Guadeloupe, et en Guadeloupe seulement, ont évoqué l'éventualité d'une mise sous tutelle de l'UAG, ce que vous avez démenti notamment sur votre site internet, hein, c'est bien ça. Tout à fait, ça a été démenti sur le site internet, et puis surtout je me suis expliqué, il y a, et c'est ce dont je parlais en tout début, donc des personnes de bonnes âmes qui veulent jeter le trouble, si vous voulez, sur l'université en disant que rien ne fonctionne. En réalité, non. S'il est vrai qu'il y a des problèmes à l'université, comme il y en a partout ailleurs, il n'y en a pas plus à l'université qu'il n'y en a ailleurs. Maintenant, l'université ne sera pas mise sous tutelle. Je ne sais pas d'où vient l'information, puisque le ministère, et d'ailleurs, si ceux ou ces journalistes avaient bien vérifié leurs sources, la ministre de l'Enseignement supérieur a précisé en septembre qu'il n'y aura de toute façon pas de mise sous tutelle. Donc, je ne vois pas pourquoi l'UAG dérogerait à la règle. Alors, il est compliqué ce budget, parce que pour un président, ça ne doit pas être drôle tous les jours. L'État apporte 17 millions. Mais alors ces 17 millions d'euros sont abondés par les conseils régionaux. Alors c'est une somme fluctuante, c'est-à-dire que vous n'avez jamais le même budget au fond. C'est-à-dire que c'est pas que la somme est abondée par les conseils régionaux, mais nous avons réussi à avoir des relations, on va dire, très étroites et très intéressantes avec nos conseils régionaux, de façon à ce qu'ils nous apportent des subventions, et donc sur des projets précis. Alors ça peut être des projets pédagogiques ou des projets scientifiques. Et par exemple, le conseil régional de la Martinique, la nouvelle le président, l'actuel président, apporte au pôle Martinique, par exemple, 1,5 million d'euros chaque année. Voilà, pour permettre un certain nombre d'actions pédagogiques et scientifiques. En Guadeloupe, on a un contrat donc pluriannuel avec la région Guadeloupe qui porte à peu près 500 000 euros par an, avec ponctuellement des actions complémentaires qui s'élèvent à peu près à 300 000, 400 000 euros. Vous arrivez à doubler la somme initiale. Et avec ces aides et, je dirais, un certain nombre de contrats de recherche qui sont menés par nos laboratoires, nous arrivons à égaler ou doubler, en fonction des années, la dotation initiale. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que l'université ne coûte pas seulement de l'argent, si j'ose dire. Sa vocation, d'ailleurs, est d'en dépenser, naturellement, notamment dans le domaine de la recherche. Mais justement, dans ce domaine-là, dans ce domaine de la recherche, vous gagnez de l'argent ici en Martinique. Vous arrivez à faire des bénéfices, en tout cas. Dans le domaine de la recherche, nous avons des laboratoires qui au-delà donc de leurs actions de recherche propres, la recherche pure, recherche fondamentale, font aussi donc de l'expertise et donc rapportent bien entendu des financements à l'université. Donc on a des laboratoires qui font de l'expertise dans le domaine économique, dans le domaine, je dirais, des politiques publiques, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la culture. Et tout ceci, bien entendu, est facturé à nos partenaires, donc qui nous sollicitent. Et ce sont des financements qui abondent le budget de l'université, donc qui permettent au laboratoire de fonctionner mieux, mais qui permettent aussi à l'université, puisque l'université prélève un certain pourcentage sur tous ces contrats, et donc qui permet à l'université de fonctionner mieux. Oui. Il fallait le dire. Question d'Eddie Marajo. Alors, on a parlé du fonctionnement général et on a parlé des étudiants, et là, vous avez jeté quelques pavés dans la mare. Ce ne sont pas des pavés, ce sont surtout des réalités. D'accord, mais elles feront leur effet, on n'en doute pas. Parlons des profs. Alors là, quand on ouvre la boîte de Pandore, il y a des choses extraordinaires. Quand on les écoute, certains sont particulièrement remontés, en particulier concernant les fameux postes.
mises en concours. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais il semblerait que dans votre université, il y a une vingtaine de postes qui devraient théoriquement être ouverts au concours et qui ne le sont pas. Donc, il y a des gens qui veulent être profs et qui ne le sont toujours pas, alors qu'ils, théoriquement, selon eux, mériteraient de l'être. Pourquoi des postes ouverts, que l'État vous demande d'ouvrir apparemment, ne sont pas? Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai pris mes fonctions en 2009, il y avait à l'Université des Antilles et de la Guyane, donc tout pôle confondu, une cinquantaine de postes vacants, donc qui n'étaient pas donc pourvus. Vous pouvez nous donner une explication? Alors, je vais vous la donner, rassurez-vous. Aujourd'hui, nous en sommes à 12 postes, précisément, qui ne sont pas pourvus. Donc, c'est-à-dire que depuis, donc en 4 ans, on a pourvu quand même un grand nombre de postes. Mais il y a aujourd'hui 12 postes qui sont totalement vacants et sur lesquels il n'y a personne. Alors, ça s'explique comment? Parce que ça s'explique de la façon suivante, certaines composantes, donc certaines facultés, si vous voulez, parfois réserve d'un poste pour un enseignant. Donc on estime que l'enseignant passera son habilitation à diriger les recherches pour devenir par exemple professeur des universités. Donc ce poste est entre guillemets gelé pour lui. Et si pour X raison le candidat n'obtient pas son HDR ou n'obtient pas sa qualification suffisamment tôt, ben, on est obligé de reconduire donc le gel du poste. Et c'est vrai que ça peut poser problème. Donc ça c'est un problème. Mais nous avons aussi des postes qui sont très souvent vacants parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les sections, par exemple, droit privé, droit public, gestion, économie, etc., les postes sont pourvus par les postes de professeurs sont pourvus par le concours de l'agrégation du supérieur. Et donc, ce sont des individus qui sont nommés. Donc, quand en fonction du classement, on est nommé à l'UAG ou on est nommé à Tourcoing ou à Caen. Bien. Les collègues qui sont issus de l'agrégation, bien évidemment, il n'est pas très prestigieux pour eux d'enseigner à l'UAG. Ils préfèrent enseigner dans les grandes universités hexagonales. Et donc, on a un turnover très important. Donc, des collègues qui sont nommés, qui restent 18 mois à l'UAG ou 24 mois dans le meilleur des cas, et qui après font des pieds et des mains pour repartir. Et donc, on a des postes qui tous les 2 ans, par exemple, sont systématiquement vacants et qu'on a vraiment du mal à pourvoir. Et j'ai un cas très, très précis en tête où, par exemple, en droit privé, nous avons au moins 2 postes de professeurs qui sont vacants, mais nous n'arrivons pas à les pourvoir. C'est-à-dire que les collègues qui potentiellement pourraient être promus sur ces postes ne répondent pas favorablement. C'est-à-dire que les postes sont mis au concours, mais il n'y a pas de candidat. Donc, il y a en effet des postes sur lesquels, par le biais, je dirais, de jeux, de je te rends service ou je ne te rends pas service, certains postes ne sont pas mis au concours, mais il y a des postes qui sont mis au concours et pour lesquels on n'a aucun candidat. Donc, actuellement, nous avons, oui, une dizaine de postes qui ne sont toujours pas pourvus, mais on est quand même loin de l'époque où on avait quasiment une cinquantaine de postes non pourvus. Donc il y a quand même un travail relativement intéressant qui a été initié ces dernières années pour pourvoir les postes et pour que ces derniers ne restent pas vacants. Contrairement à une idée reçue, donc il n'y a pas de tropisme en faveur de l'UAG à un certain niveau. On préfère aller travailler à Lyon, Marseille ou Lille. Contrairement à certaines idées reçues, c'est vrai que, en tout cas, le monde universitaire à ce site particulier, c'est que c'est un monde particulièrement élitiste et on préfère être près des grands centres, je dirais, de décision pour travailler, particulièrement dans certaines disciplines, le droit, l'économie, la gestion, etc. Et c'est vrai qu'on a un turnover très, très, très important. Question de Mike Rask. Pascal Safache, j'aimerais qu'on dise un mot sur la faculté de médecine, plus précisément l'UFR de sciences médicales. Là encore, il y a certaines voix que vous connaissez peut-être qui mettent en avant, qui pointent des dysfonctionnements en interne. Est-ce qu'il y a des personnes habilitées à enseigner aux Antilles-Guyane dans cette UFR? Je vous vois sourire. Si c'est pas de la provocation, je ne sais pas ce que c'est, mais non, c'est le moins qu'on peut dire. Mais je vais vous répondre néanmoins franchement. Je sais que vous connaissez le sujet. Et c'est un ancien de l'EAG qui vous pose la question. Mais pas de sciences médicales. Tout à fait. Non, mais à l'Université des Antilles et de la Guyane, en médecine, nous avons, alors les enseignants sont soit ce qu'on appelle des PUPH, donc des professeurs des universités praticiens hospitaliers, ou des MCU, PH, donc des maîtres de conférences d'université, praticiens hospitaliers. Donc nous avons une vingtaine de PUPH à l'Université des Antilles de la Guyane, donc qui enseignent la médecine. Et puis à ces enseignants titulaires, il y a un certain nombre de médecins qui viennent assurer un certain nombre de charges de cours. Le problème de la médecine à l'UAG est le suivant. Nous n'avons que les 3 premières années d'enseignement et au-delà de la 3e année, les étudiants partent vers des universités avec lesquelles nous avons des conventions. Le problème, c'est que nous souhaitons avoir une université de plein exercice, donc avoir les 6 années qui mènent au concours classant national. Mais le problème, c'est que pour avoir la 4e, la 5e et la 6e année, nous refusons d'ouvrir ces années
parce que nous estimons ne pas avoir suffisamment d'enseignants titulaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plus petite faculté de médecine de l'Hexagone, il me semble que c'est Nancy, de mémoire, compte une quarantaine de PUPH. Nous n'avons que 20 PUPH. Donc, c'est-à-dire qu'il nous faudrait, il y a un gap là qu'il faut combler. Il nous faudrait à minima une douzaine ou une quinzaine, je dirais, de PUPH supplémentaires si l'on veut arriver approximativement au niveau de la plus petite faculté de médecine hexagonale. Donc, c'est la raison pour laquelle l'année dernière, Valérie Pécresse, lors de son passage en février 2011, m'avait proposé d'ouvrir la 4e année cette année. Et donc, j'ai refusé, le conseil d'administration a refusé, parce que nous avons estimé que les conditions n'étaient pas requises, puisqu'elle nous proposait de nous donner un PUPH supplémentaire pour ouvrir la 4e année, et nous avons estimé que ce n'était absolument pas sérieux. Donc, nous n'ouvrirons la 4e année, la 5e et la 6e année, que lorsque les conditions pédagogiques seront parfaitement requises. Mais pour répondre précisément à votre question, les enseignants les enseignants titulaires sont parfaitement qualifiés. Je vous affirme que pour devenir professeur de médecine, c'est un vraiment long parcours du combattant, comme pour devenir d'ailleurs professeur des universités de façon générale. Donc ce sont des personnes qui sont parfaitement qualifiées pour enseigner, on leur fait parfaitement confiance. Et il y a souvent, on entend beaucoup parler de la médecine, mais on entend souvent parler de la médecine en première année, parce que c'est un concours. Et donc quand vous avez un numerus clausus qui est de 97 étudiants et que vous en avez 900 ou 1000 qui passent le concours, c'est sûr que vous faites des malheureux. Mais s'ils sont qualifiés, j'ai employé le terme habilité à dessein, est-ce qu'il faut, même s'ils sont qualifiés, pour autant une habilitation pour assurer cet enseignement ou pas? Tous ceux qui sont PUPH ont toutes les qualifications et les habilitations nécessaires pour enseigner. On a ce statut de professeur des universités praticien hospitalier ou de professeur des universités qu'après avoir obtenu un certain nombre de diplômes et après avoir obtenu ce que l'on appelle des qualifications du Conseil national des universités. Donc, tous les titulaires de l'enseignement supérieur à l'UAG, qu'ils soient médecins ou autres, ont non seulement les diplômes requis, mais ont aussi passé les qualifications requises. Pour le dire tout à fait clairement, nous ne sommes pas une université au rabais. L'UAG n'est pas une université au rabais. C'est vrai que très souvent, nous sommes estampillés un peu cocotiers parce que, nous sommes sous les tropiques. Dans d'autres professions aussi, je vous l'assure. Oui, mais nous faisons en tout cas, véritablement le nécessaire pour être reconnus, que nos travaux soient reconnus. Et j'ai le sentiment qu'au cours des 4 dernières années, on a quand même, l'équipe en tout cas qui m'entoure a quand même travaillé pour que cet établissement soit reconnu comme une université digne de ce nom et surtout soit reconnu dans sa région. Eddy Margeau. Parlons de la situation socio-économique des étudiants. Parce que là, on vient de parler de ceux qui ont le pouvoir à la fac. Il paraît qu'elle n'est pas brillante et qu'elle se détériore de manière assez dramatique depuis que cette fameuse crise nous touche. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Les parents sont peut-être très mal informés de la réalité de leur progéniture sur le campus. Alors, c'est vrai que la situation socio-économique des étudiants a tendance à se détériorer. Il y a une paupérisation, je crois, du statut de l'étudiant. Et c'est vrai que les étudiants ont de plus en plus de mal à subvenir à leurs besoins. Je vais prendre un cas concret. Cette année, nous avons eu, au mois de septembre, près de 1800 dossiers d'étudiants qui étaient en attente de paiement. C'est-à-dire des étudiants qui ont monté leur dossier d'inscription, qui l'ont déposé, mais qui nous ont dit, et je suis désolé, moi je ne peux pas payer maintenant. Dites-nous combien ça coûte. Pour s'inscrire en licence, donc niveau de L1, L2, L3, on est sur la base de 300, 320, 350 euros. En master, c'est à peu près 400 euros. Et en doctorat, on est sur la base de 500 euros l'année. Donc, c'est-à-dire que ce sont des tarifs qui sont, somme toute, très modestes par rapport aux universités de la région et des universités américaines. Pour vous donner juste un exemple qui vous fera frémir, si vous vous inscrivez à NYU, New York University, une année d'enseignement, c'est 80 000 $. Voilà, sans les livres et sans le logement. Donc on est très très loin de ce type d'université. Vous me direz que l'UAG n'est pas non plus l'université de New York, mais donc nous offrons un enseignement, me semble-t-il, de qualité à un tarif somme toute modeste, mais même ces 500 euros quand on est en doctorat ou ces 400 et quelques euros, ces 420 ou 430 euros quand on est en master, certains étudiants ont du mal à les réunir pour s'inscrire. Donc il y a une vraie paupérisation donc, de l'étudiant. S'ils ont du mal à payer leur inscription à la fac, ils ont
encore plus de mal à vivre au jour le jour. Mais comment font-ils? Alors, nous avons, et c'est aussi un vrai problème, nous avons un nombre de boursiers de plus en plus important à l'Université des Antilles de la Guyane. Sur les 3 pôles confondus, nous avons fait quelques statistiques, nous avons à peu près 45% de boursiers. Donc ça prouve bien la situation des régions qui sont les nôtres. Ce sont des étudiants qui Vous avez des éléments de comparaison avec le national? Oui, avec le national, on est quasiment 15 points au-dessus. Donc c'est vraiment énorme. On est dans des milieux où la crise, on n'a pas l'impression, vu de l'extérieur, que la crise nous touche, mais la crise est bien là. Et ce sont les étudiants les étudiants en pâtissent en tout cas directement. En même temps, on peut se dire aussi que s'il y a 45% de boursiers, ça veut dire que ce ne sont pas seulement les enfants de Nanty qui vont à la fac. Ben, ce sont généralement pas forcément les enfants de Nanty qui vont à la fac. Nous vivons à l'Université des Antilles de la Guyane, la situation est la suivante. Nous n'arrivons pas à capter, je dirais, les étudiants. Alors, ceux qui ont le bac avec mention très bien, nous n'en captons que certains, ou sinon pour la plupart, ils partent à l'extérieur parce que dans nos régions, et particulièrement nos régions qui sont insulaires, là je parle de la Guadeloupe et de la Martinique, mais la Guyane fonctionne selon le même modèle, l'ailleurs est toujours vécu comme meilleur. Et donc réussir, c'est partir. Ce sont les Anglais qui disent que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Voilà, mais nous vivons cela. Et je crois que le fait de partir, c'est une forme de promotion. Donc un étudiant qui va faire ses études à Toulouse, quand bien même n'y fait-il rien à Toulouse, mais le fait d'aller à Toulouse, c'est de toute façon une promotion. En fait, ça va coûter beaucoup plus cher. Et ça va coûter beaucoup plus cher. Bien entendu. Expliquez-nous pourquoi, dans certaines filières, à l'UAG, il y a, plus on monte plus on avance dans la pyramide, de Master 1, Master 2, etc., il y a de moins en moins de garçons. Et dans certaines classes de Master, on me dit qu'il y aurait même que des filles, des classes à 100% féminines. Non, mais c'est tout à fait exact. Il y a une sélection qui se fait, c'est une sélection naturelle, je crois. Les filles sont beaucoup plus sérieuses que les garçons. Et c'est vrai qu'à ce point-là, avouez que... Non, mais c'est un phénomène qui est vraiment très... Là, il est tangible. Au niveau master, on a, dans le meilleur des cas, entre 60 et 70% de filles. Et dans certains masters, on a 100% de filles. Il n'y a aucun je dirais, ressortissant, si j'ose dire, du sexe dit fort. Ça dit quand même quelque chose sur l'état de la société martiniquaise. C'est très très parlant sur l'état de la société martiniquaise. Ouais. Pascal Safache, l'une des actions emblématiques de votre présidence aura été ce rapprochement de l'UAG avec le monde de l'entreprise. On va parler un peu de la Martinique, singulièrement en Martinique. Est-ce qu'au chapitre peut-être conséquent de ce qui vous a été reproché dans votre action, ce rapprochement avec le monde de l'entreprise et singulièrement avec le monde béquet, on connaît l'histoire de nos pays, des Antilles, est-ce que ça vous a été reproché? Oui, ça m'a été reproché dès le départ, de toute façon, à partir du moment où... Ne serait-ce qu'en formulant l'idée, quoi. Oui, non, mais c'est-à-dire que dès le départ, parce qu'il faut quand même... C'était dans mon programme, mais la crise de 2009 est passée par là. Et c'est vrai que nous avons donc bâti cette fondation avec le groupe GBH en 2009. Et ça a été très très mal perçu par un certain nombre d'administrateurs de l'université. Vous reprochez de ne pas avoir une grande cuillère pour aller manger avec le diable, c'est ça? On m'a reproché surtout de pactiser avec le diable. On m'a reproché d'être pro-béquet. On m'a reproché plein de choses. Mais ceci dit, on me reproche beaucoup de choses. Bon, mais ceux qui me les reprochent le plus souvent, feraient peut-être bien de balayer devant leur porte avant de me reprocher un certain nombre de choses. Mais de toute façon, moi, je sortir vos dossiers, Pascal Safache? Non. C'est une menace voilée. On dirait une petite menace voilée. Non, il n'y a pas de menace. Rassurez-vous. Il n'y a pas de menace. Vous aviez promis de nous donner les noms. Il n'y a pas de menace, rassurez-vous. Mais enfin, je crois surtout qu'il faut être sérieux. L'objet de cette fondation, c'est d'aider les étudiants. Et nous sommes là pour nous travaillons. En tout cas, moi, je me réveille tous les matins en pensant aux étudiants. Si j'ai un salaire à la fin du mois, c'est parce que je rends service aux étudiants. Je travaille pour le bien-être des étudiants. Et ça, je ne dois jamais l'oublier. Nous ne devons jamais l'oublier. Donc, que ce soit Bernard Ayotte et son groupe qui nous aident ou que ce soit X ou Y, je n'en vois pas la difficulté. D'autant que l'objectif n'est pas de se vendre à un groupe ou à un autre. L'objectif, c'est de co-construire ensemble un parcours qui permette à l'étudiant de réussir. C'est surtout ça l'objectif. Quand l'étudiant peut faire un stage très positif dans une entreprise ou quand
au terme de ce stage, il fera disons des petits boulots pendant les vacances, voire même sera embauché ensuite dans l'entreprise, ou quand, grâce à ces financements, il pourra aller se former pendant 3 mois à l'étranger. Moi, je crois que c'est positif pour l'étudiant. Vous obligez même, depuis la réforme que vous avez mise en place, vous obligez même en classe de master les étudiants à passer plusieurs mois en entreprise, ce qui est peut-être unique dans le cadre de l'université française. Ça ressemble au système allemand, en tout cas. En entreprise ou en collectivité, c'est-à-dire que les étudiants qui sont en master ont un stage obligatoire, et ce stage, les partenaires qui sont les nôtres, que ce soit le groupe Bernard Ayotte, mais il y en a d'autres, il y a Contact Entreprise, etc., nous accompagnent et donc, je dirais, reçoivent nos étudiants dans les différentes entreprises qui font partie donc de ces groupes. Oui. Eddy ? En fait, vous avez touché au lobby culturel de la fac, c'est ça? C'est-à-dire que tous les tenants de l'idéologie marxisante, vous avez ouvert la boîte la boîte de Pandore de la relation avec le système capitaliste. Non, mais si vous... Peut-être. C'est ça qui vous est reproché. Non, oui, sûrement, mais moi je ne fais pas de politique. Moi, une fois de plus, mon seul leitmotiv, c'est l'étudiant. Voilà, moi mon objectif c'est qu'on ait des Antillais-Guyanais bien formés, des Antillais-Guyanais qui demain pourront, dans les entreprises comme dans les collectivités, tenir la route. Pascal Safache, vous ne venez pas de la Lune ou de la planète Mars. Quand on regarde le curriculum vitae d'un certain nombre de professeurs ou d'intervenants sur la fac, ce sont des gens dont l'histoire est marquée par des prises de position politique radicales. Ils ont le droit. Notamment en Guadeloupe en particulier. Vous n'avez pas tenu compte de cette réalité-là? Mais écoutez, c'est leur droit d'avoir ces prises de position, c'est mon droit d'avoir les miennes. Les miennes, c'est de former des étudiants convenablement et de leur permettre de réussir. Si ces prises de position marxisantes, comme vous dites, ou etc., jusqu'à présent, enfin moi, ce que je veux dire, et c'est peut-être... Vous avez vécu ça dans votre chair, non? Non, vous aviez des profs qui vous professaient, je dirais, plus de l'idéologie que de la pratique. Moi, je ne veux retenir qu'une chose. Nous sommes là pour former des étudiants et pour les former convenablement. Pas sur le plan politique ni idéologique. Non, c'est-à-dire que les étudiants sont suffisamment, à mon avis, armés et outillés intellectuellement pour se forger leur opinion. Ce n'est pas à moi à le faire, je ne suis pas idéologue, je suis enseignant-chercheur. Donc, j'enseigne. Dans le cadre de mes fonctions de président, j'ai essayé d'initier un certain nombre de choses et qui avaient pour but d'aider les étudiants. Je pense fondamentalement, par contre, que ça a pu en aider certains et que ça continuera parce que la fondation perdurera, que ça plaise ou non, puisque cette fondation, en tout cas, elle est partie pour 5 années et après on verra bien si la mayonnaise continue et si elle prend et puis si ça perdure. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que mon objectif, c'est d'aider l'étudiant à réussir. Si je vais résumer, sous Pascal Safache, il n'y a pas eu de génération sacrifiée. Moi, j'ai pas le sentiment d'avoir sacrifié quiconque ou quoi que ce soit, ni l'étudiant ni les enseignants. Alors, c'est sûr que ce que nous avons initié avec la Fondation, ça n'a pas plu à tout le monde, c'est vrai. Et vous avez raison, il y a un certain nombre de collègues qui n'étaient vraiment pas favorables à cela. Mais écoutez, de toute façon, on ne peut jamais plaire à tout le monde. Alors, il nous reste très peu de temps. On va en profiter, d'ailleurs. On va profiter du temps qui nous reste pour mettre à l'écran le site internet de l'Université Antilles-Guyane, univ-ag.fr. Voilà, il apparaît sur votre écran, à vous qui suivez cette émission. Mais simplement 2 mots. Il y a deux sujets que je voudrais qu'on aborde rapidement, puisqu'il nous reste, je le disais, peu de temps. L'effort considérable que vous avez fait, et ça relève de la solidarité caribéenne en faveur des jeunes d'Haïti après l'effroyable séisme que l'on sait, puisque les Antiguennes ont accueilli autant d'étudiants haïtiens que l'ensemble des universités hexagonales. Tout à fait. En fait, nous avons joué notre rôle. Enfin, il nous semblait naturel à l'UAG d'accueillir ces jeunes étudiants haïtiens, d'autant que notre coopération avec les universités haïtiennes, elle remonte à une trentaine d'années. Il y a 3 universités, je crois, d'Haïti qui sont liées à... On travaille, on va dire, en très bonne intelligence avec l'Université d'État d'Haïti, l'Université de Quisqueya, avec l'Université de Notre-Dame. Il y en a plein d'autres, mais enfin, ce sont les 3 principales. Et c'est vrai que nous avons naturellement accueilli ces étudiants et ce sont des étudiants qui sont très, très attachants. Et nous continuerons de toute façon à les accueillir puisque nous avons actuellement à l'UAG, sur les 3 pôles confondus, mais particulièrement en Martinique et en Guyane, près d'une centaine d'étudiants haïtiens qui actuellement étudient chez nous. Et il y a des relations avec également la plupart des pays des Caraïbes. Nous avons des relations très étroites avec beaucoup de pays caribéens
et à travers en tout cas l'Université des West Indies, qui d'ailleurs, pour information, vient de nous adresser un courrier nous demandant on va dire, de renforcer la coopération avec l'UAG. Et donc la nouvelle équipe, puisque à l'Université des West Indies, il y a eu un renouvellement donc d'équipes administratives et d'enseignantes, et ils viennent de nous demander donc d'effectuer une mission chez eux de façon à ce qu'on établisse encore des partenariats encore plus forts. D'accord. Alors vous êtes, Pascal Safache, on l'a dit, mais on l'a peut-être pas assez dit d'ailleurs, pas seulement président de l'université, mais vous êtes un scientifique reconnu. Et j'ai envie de vous poser une question d'actualité. Est-ce qu'on peut prévoir ou non un séisme? Et pourquoi est-ce que je vous pose cette question? Parce qu'en Italie, les 6 experts et le responsable de la sécurité civile, le directeur adjoint, je crois, ont été condamnés à 6 ans de prison ferme. 6 ans de prison ferme. Interdiction d'exercer des fonctions publiques pour le reste de leur vie et plus de 9 millions d'euros de dommages et intérêts. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils n'avaient pas prévu le séisme qui a touché en avril 2009 la région d'Aquila, c'est dans les Abruzzes, séisme qui a fait environ 300 morts et des milliers de sans-abri. Est-ce qu'un scientifique, pour nous, alors ça nous intéresse au premier chef, nous qui vivons, en tout cas pour la Guadeloupe et la Martinique, dans une région sismique, est-ce qu'on peut prévoir un séisme ou pas? Alors tout d'abord, là je réponds de façon catégorique, on ne peut pas prévoir les séismes. Il existe des modèles mathématiques qui permettent de prévoir les séismes entre 1 et 5 secondes avant leur arrivée, donc ça vous donne un peu le temps de réponse pour les populations. Donc je pense qu'en 5 secondes on peut pas faire grand chose. Et il existe des techniques, alors par contre de surveillance du niveau des lacs, des techniques géochimiques, mais qui permettent de donner quelques indices, mais qui ne sont pas extrêmement fiables. Donc de toute façon, ces scientifiques, quand bien même auraient-ils mis en œuvre ces différentes techniques, ils n'auraient pas pu prévoir avec certitude ce séisme. Donc c'est vrai que c'est assez hallucinant ce qui se passe. Alors, comment la communauté scientifique internationale a-t-elle l'intention de réagir? Bon, on a vu qu'ici, Madame Valérie Clouard a parlé de procès absurdes dans les colonnes de notre confrère France Antilles, mais vous vous rendez compte, 6 ans de prison ferme, et on ne sent pas la communauté scientifique internationale se mobiliser, manifester. Non, mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être que la communauté se manifeste un peu plus fortement, parce que c'est tout à fait hallucinant ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il est impossible matériellement, physiquement, de prévoir un séisme. Donc condamner, en fait, ce sont des boucs émissaires, tout simplement. Il fallait trouver des boucs émissaires. Bon, on les a trouvés, c'est très bien, mais c'est tout à fait honteux ce qui se passe. Vous imaginez ce qui produirait ici, enfin, s'il y avait un séisme d'une telle ampleur et si on condamnait à 6 ans de prison les scientifiques de l'observatoire vulcanologique? Le système français à ce site particulier, c'est que je ne pense pas qu'on en arriverait à un tel niveau d'absurdité, par contre. Un dernier mot, une dernière question d'Eddy Maragon. Pascal Safache, vous avez tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises, là où on va remettre la casquette de scientifique. Sur ces questions de risque majeur. J'aurais pas dû vous poser. Vous laissez la parole, on a fini l'émission. Vous dites quoi? Sur la question des risques majeurs, je vais être très court. Beaucoup de choses ont été faites. On voit que la question de la prévention commence à poindre véritablement, mais il reste encore beaucoup à faire. Merci Pascal Safache et merci surtout de l'extrême franchise qui a caractérisé cette émission du Club Actu. Pascal Safache, président de l'Université des Antilles et de la Guyane jusqu'à début janvier et qui n'est pas candidat au renouvellement de son mandat. Jusqu'au 9 novembre. Et après administrateur provisoire jusqu'en janvier. Ah très bien, voilà. Précision qui s'imposait. Merci Pascal Safache d'avoir joué le jeu de la vérité dans cette émission du Club Actu. À vous tous, encore une fois, merci de votre fidélité. À dans une semaine.